Allô? Bonjour à tous. Ravi de vous accueillir ce matin autour d'un sujet qui nous passionne et qui est complètement dans le progrès, les robots, la transformation numérique, les chatbots, l'intelligence artificielle, tous ces mots qui peuvent un peu paraître barbares et que nous allons essayer de développer aujourd'hui avec nos deux invités. Thierry Venin, qui est docteur en sociologie, qui a un parcours extrêmement riche, multifacette. Il a été musicien, et Mathilde dit il l'est toujours. Il a été aide-conducteur de train, chauffeur-livreur, homme sandwich, et il est aujourd'hui chercheur au CNRS et dirige une agence d'ingénierie. Est-ce que Thierry, vous pouvez nous décrire un petit peu votre livre « Un monde meilleur, point d'interrogation, survivre dans la société numérique ». Bonjour. Donc le livre fait suite à une recherche sur les effets indésirables des technologies de l'information et de la communication dans le monde de l'entreprise. La base de ma recherche était une observation dans beaucoup de milieux professionnels, associatifs, entreprises, administrations, collectivités, sur une espèce d'impatience chronique, de sentiment de débordement. J'y arrive pas, j'arrive pas à faire ce que j'ai à faire, je suis énervé et j'avance pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre dans beaucoup d'univers professionnels. Et ça m'a intéressé d'aller gratter derrière le miroir numérique sur est-ce que tous les effets sont aussi bénéfiques que ce qu'on annonce. Voilà, donc c'est en gros le thème du livre, avec une partie sociétale, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe en dehors du monde des murs de l'entreprise, et une partie plus intime à l'intérieur des entreprises. Alors, livre très riche, en effet, très documenté, avec beaucoup de recherches et d'exemples dans tous les domaines. On a également, en fait, le pendant, on va dire, où l'illustration de toute cette transformation numérique à travers le livre de Nicolas Santolaria, qui est notre deuxième invité ce matin, qui a écrit un livre qui s'appelle « Dis Siri ». Et donc, qui vraiment, à travers Siri, en fait, Nicolas nous fait naviguer vraiment d'Aristote à 2001, l'Odyssée de l'espace, avec nourri d'extraits d'études universitaires, d'extraits de keynote, de références. C'est un univers assez pop, assez acidulé, et qui nous permet, en fait, à travers le trépied que Nicolas utilise, philosophique, scientifique et psychanalytique, de voir un peu ces changements que ces robots, ces chatbots, alors peut-être une petite définition de chatbot, Nicolas, pour commencer, apporte à notre quotidien. Est-ce qu'il va changer dans notre vie ? Oui, alors bonjour à tous. Donc le chatbot, c'est un assistant vocal, un robot parlant que beaucoup d'entre vous ont sur vos téléphones. Alors je ne sais pas si vous en servez. Siri, c'est l'assistant vocal d'Apple. On peut lui faire des demandes diverses et variées, comme par exemple faire des recherches, mettre des notes dans l'agenda. Donc c'est un outil vocal qui est censé faciliter la relation et l'usage de son smartphone et par extension la vie. En tout cas, c'est la façon dont il est présenté par le constructeur. Après, ça ne marche pas forcément si bien que ça, mais voilà. Donc la particularité, c'est aussi que c'est un objet qui est censé parler un petit peu comme parlerait un de vos amis ou un proche, donc sur un mode naturel. Il fait aussi des blagues, on peut lui poser des questions sur le sens de la vie. Il a pas mal d'humour, donc il a été un petit peu conçu comme un personnage. Mais en fait, vous ne lui décrivez que des qualités, là. Est-ce que vraiment ça va déshumaniser le monde, ou au contraire, ça va nous faciliter la vie ? L'idée, en fait, c'est vendu au départ comme un outil qui est censé nous faciliter la vie. Donc, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Thierry, il y a un sentiment général d'accélération, de débordement. On n'a pas le temps de tout faire. Donc, les automatismes aujourd'hui rentrent dans le cadre de la gestion de la vie privée de plus en plus au travers de ces outils. Et donc, il est censé nous faciliter la vie. Mais son usage est en même temps pas anodin, puisque on se met à converser avec une machine comme on converserait avec un humain, et on projette sur cette relation des sentiments humains. Donc, ça peut avoir des conséquences Donc, c'est des pistes, hein, je ne conclus pas là-dessus, mais en tout cas, il y a par exemple ce film Her avec Joaquin Phoenix, où il interagit justement avec le chatbot de son ordinateur, et il finit par tomber amoureux de ce robot, puisque finalement, il n'a plus de relation véritablement avec les humains.
Donc il faut voir aussi que ces appareils apparaissent dans un contexte particulier où la communication directe est de plus en plus problématique. Aujourd'hui, ça devient quasiment anachronique que quelqu'un vous appelle directement au téléphone. En tout cas, les jeunes le font quasiment plus. Et la communication devient intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a des interfaces entre nous et nos interlocuteurs. Donc Siri, c'est une forme d'aboutissement de tout ça, où on a affaire à un autre qui n'est pas vraiment un autre, une sorte d'altérité mimétique, numérique. Voilà, donc ensuite, on pourrait éventuellement évoquer les conséquences possibles. Alors on va y venir aux conséquences, mais alors quand vous parlez des jeunes, justement, là où j'ai été très étonnée en lisant le livre de Thierry, c'est que vous faites un paragraphe sur ces fameux millennials dont tout le monde parle, donc ces jeunes qui sont nés en l'an 2000 et qui sont donc nés avec l'âge du numérique, et vous dites que finalement c'est un peu peut-être un leurre de penser qu'ils s'adaptent mieux ou plus vite que nous, qui sommes d'une génération qui ne sommes pas nés avec le numérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça ? C'est un point qui m'a beaucoup surpris dans la recherche. On s'attendait à trouver une baisse du taux de stress au travail provoqué par les technologies de l'information et de la communication avec le rajeunissement des entrants en entreprise. Pour la bonne raison qu'on est tous un peu sur l'idée reçue que ceux qui ont baigné là-dedans l'utilisent beaucoup plus facilement, ce qui est certes vrai, mais par contre sur tous les points qui étaient des points forts de stress au travail provoqués par les TIC de type interruption fréquente, c'est-à-dire je suis tout le temps haché dans mon travail, ce qu'on peut qualifier par ailleurs de travail en miettes. En gros, sur les groupes que j'ai animés, c'est à peu près 6 minutes de possibilité d'attention continue avant une interruption, qu'elle soit téléphonique, par mail, etc. Donc ça, c'est un point. Il y a également la porosité qui s'est instaurée, le mélange qui s'est instauré entre le travail, j'allais dire le travail à la maison, entre la vie privée et la vie professionnelle, où on emmène un petit peu de tout partout, tout le temps. Et donc sur, par exemple, ce type d'indicateur, on s'attendait à trouver logiquement un taux de stress inférieur dans les jeunes générations. Il se produit exactement l'inverse, c'est-à-dire que dans des grosses enquêtes européennes sur les groupes que j'ai animés ou les enquêtes que j'ai pu faire, on est sur un taux de stress qui monte au contraire sur tous ces indicateurs avec la baisse de l'âge. Et je pense que ça, on peut l'expliquer finalement assez facilement par le fait qu'on est globalement dans notre société sur une grosse confusion entre l'aisance à manipuler un outil. On a une petite fille de 5 ans qui fait du FaceTime avec nous sans aucun problème. Ce n'est pas pour autant qu'elle maîtrise l'outil, qu'elle comprend ce qui se passe derrière la vitre et qu'elle en a une réelle maîtrise. Et du coup, on peut penser qu'on est en train de rater une éducation numérique où, par exemple, l'éducation à une gymnastique temps long, temps court, c'est-à-dire j'interviens par exemple prochainement pour l'INRA à Paris sur un programme qu'ils appellent temps de respiration au travail. C'est très significatif de nos environnements de travail d'aujourd'hui qui sont en temps haché permanent. Et du coup, on peut avancer l'hypothèse que des jeunes générations qui auront pris très tôt une habitude de zapping compulsif, d'addiction, la moyenne aujourd'hui, c'est 150 fois, on consulte son smartphone 150 fois par jour, ce qui correspond donc à des captations d'attention extrêmement brèves. Et du coup, il y a toute une éducation au numérique qui n'a rien à voir avec l'apprentissage des outils, qui ne se fait pas, notamment par des missions des générations sortantes qui disent ils en savent plus que nous. Et là, je pense qu'on se trompe. Ils savent peut-être chercher mieux que nous et ils ont accès à plus d'informations que nous à leur âge. J'essaye de voir, en fait, vous décrivez tous les deux quelque chose, vous nous alertez sur l'usage de ces nouvelles technologies, que ce soit via un chatbot, donc Siri, ou que ce soit via l'utilisation de ces outils numériques dans l'ensemble des métiers. Vous passez l'ensemble des industries, finance, agriculture, tous les métiers. Mais est-ce que c'est pas aussi une ouverture sur le monde qui est absolument extraordinaire et formidable ? Quelles sont vraiment les conséquences ? Vous parliez de conséquences, Nicolas. Dans votre livre, vous parlez un petit peu de mémoire et de responsabilité. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ces deux notions ? Oui, alors déjà, oui, une ouverture sur le monde, il faut voir quel monde, parce que par exemple, Siri, donc, ça a été créé par Apple, et donc c'est une ouverture sur un monde essentiellement marchand, puisque c'est l'objet de cet outil au départ, et a été pensé par Apple comme une sorte de plateforme qui permettrait d'orienter les gens vers différents services, eux prenant une commission. Donc cette relation, je dirais, faussement intersubjective
et en même temps instrumentalisé par les constructeurs. Et on voit aujourd'hui le développement des chatbots dans beaucoup d'univers commerciaux, comme justement conseiller clientèle, etc., avec l'idée que ça va également permettre de récupérer des données sur les consommateurs pour mieux les connaître et pour finalement leur vendre des produits de manière plus ciblée. Donc c'est un monde quand même particulier. Une relation avec un ami n'aurait pas non plus cette forme-là. Ensuite, c'est vrai que sur la mémoire, ce qui m'a étonné, moi j'ai interviewé des utilisateurs de Siri, et ils s'en servent des fois pour... c'est une sorte de post-it géant également. J'ai vu par exemple quelqu'un qui s'en servait pour se rappeler qu'il était en train de faire couler son bain, parce qu'il avait pour habitude d'oublier que l'eau coulait. Donc il met un rappel comme ça en disant « Siri, rappelle-moi que mon bain coule ». Ou alors quelqu'un qui s'en sert pour dire « me rappeler d'aller chercher mon fils à l'école ». Donc toutes ces choses qu'on faisait jusque-là naturellement, en fait, sont désormais prises en charge, ou en tout cas ont vocation à être prises en charge par un système technique assez complexe. Donc on se dit, est-ce qu'il n'y a pas là-dedans, finalement, vu qu'il y a une forme de délégation de nos propres capacités, de nos propres fonctions, est-ce qu'il n'y a pas un risque de perte en n'entraînant plus nous-mêmes notre mémoire ou notre capacité à nous orienter, mais en le déléguant à des robots qui sont censés nous faciliter la vie? Quel type d'existence on envisage? Est-ce qu'on ne devient pas hyper dépendant finalement de tous ces systèmes? Et à quoi bon tout ça, puisque finalement on arrive à le faire très bien avant sans eux? Thierry, vous voulez compléter? Non, je vois que vous approuvez complètement le discours de Nicolas. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre de Nicolas, c'est la façon dont il montre bien qu'on est autant façonné par nos outils qu'on les a inventés et nous-mêmes façonnés. C'est-à-dire qu'il y a un effet rétroactif extrêmement important. Et pour prolonger peut-être ce que tu dis, moi j'appelle ça un peu le siphonnage technologique. C'est-à-dire que la technologie n'est pas neutre, elle n'est pas passive. On est un peu toujours sur l'idée que un marteau c'est quelque chose de passif, je peux écraser la tête de mon voisin ou planter un clou de la même façon, et finalement ça m'appartient. Et je pense que tu démontres très bien que c'est faux, cette idée est fausse. Il y a ce qu'on appelle une affordance en anglicisme, c'est-à-dire une utilisation qui est suggérée par l'outil. Et ce qui est remarquable, c'est que dès qu'on entre sur de la technologie, on verse dans une espèce de pensée magique où plus personne ne raisonne. Si par exemple on prend, moi ça m'a beaucoup choqué de voir que le patron de Facebook tout seul a décidé de ce qui allait se passer à la mort de son milliard d'utilisateurs, il a fixé les règles de façon unilatérale. Et je me suis dit quelque part, on vient d'inventer un monarque numérique, c'est-à-dire jusqu'ici, à notre mort, on a affaire à un code civil qui est le fruit d'élaboration lente pendant des siècles, de négociations, dont les clés sont remises à un officier qui est en charge de l'intérêt général, qui est le notaire. Et si on compare ça avec le Far West numérique, on a affaire à un monarque numérique tout seul qui décide dans son coin de qu'est-ce qui va se passer à notre mort. Et le fait, alors ça en soi c'est simplement intéressant à observer, à analyser, et ce qui est également probablement intéressant à remarquer, c'est que ça n'a pas été relevé. C'est-à-dire que ce sont des choses qui se produisent dans la société sans qu'on y prenne garde. C'est ce que j'appelle le siphonnage technologique. Et une des grandes qualités du livre de Nicolas, c'est qu'il nous met en éveil sur cet effet fort finalement des technologies sur notre vie de tous les jours. Ce que vous faites aussi également à travers l'ensemble des professions. Mais là, en fait, c'est moins finalement l'abandon ou le fait que le pouvoir politique, à travers, vous parliez du code civil, vienne un peu régir finalement et donner des codes et des règles en fait à tout ça, que la transformation numérique en elle-même. Ou... Disons que c'est vrai qu'il y a cette question des algorithmes dont on entend beaucoup parler. Les algorithmes, c'est quoi? C'est des codes d'action qui sont intégrés aux machines, qui finalement orientent la relation, par exemple, qu'on va avoir avec nos outils, et on n'a pas véritablement accès à ces codes. Ils n'ont pas été discutés. Finalement, ils nous sont d'une certaine manière imposés. Donc, il y a des bonnes choses dans le numérique. Moi, je suis pas non plus, je veux pas faire une critique globale, mais c'est vrai je suis d'accord avec Thierry dans le sens où il n'y a aucun questionnement là-dessus, et en même temps, il y a un tel mouvement, une telle accélération là-dessus qui n'est pas questionné. On ne prend pas le temps de réfléchir dans quel monde on va vivre. Or, le numérique s'accompagne d'une vision anthropologique très forte venant de la Silicon Valley.
vision anthropologique qui pourrait être résumée de cette manière, c'est que l'homme est quelque part une créature imparfaite qu'il convient d'améliorer, d'augmenter au travers de dispositifs numériques. Et donc tout ça aboutissant in fine à l'espèce d'utopie que personnellement je ne partage pas du tout, mais transhumaniste. Donc c'est quand même une vision de nous-mêmes à laquelle on n'a pas le temps de réfléchir et qui va petit à petit nous être imposée. Il pourrait devenir tout à fait plausible que dans quelques années, on vous dise « Ah bon, comment ça, vous n'êtes pas mis d'implant ah, mais vous ne voulez pas être augmenté, c'est bizarre ». Donc je ne sais pas quelle est votre position là-dessus dans la salle, mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a une vision anthropologique sous-jacente. Il y a un livre là d'ailleurs qui vient de sortir là-dessus d'Éric Sadin, qui est un penseur technocritique. Le titre du livre, c'est La silicolonisation du monde, avec l'idée qu'il y a une colonisation mentale au travers de tous ces dispositifs qui se traduit en même temps dans le réel avec des incubateurs, etc. Enfin, on entend parler de start-up. Aujourd'hui, tout le monde doit faire sa transformation digitale. Voilà, c'est des outils utiles, mais voilà, il y a quand même une vision du monde qui passe au travers de ces outils qui n'est pas interrogée démocratiquement. Or, jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, nous vivons quand même en démocratie. Et c'est ce que vous faites très bien tous les deux. Peut-être qu'on peut donner quelques définitions. Je ne sais pas si la salle connaît complètement. Qu'est-ce que l'on appelle, je crois que vous avez un peu défini là quand même le transhumanisme à travers ce que vous venez de vous donner. Mais peut-être aussi quelle est la différence avec l'intelligence artificielle. Est-ce que Thierry, vous pouvez nous donner peut-être ces deux définitions et nous expliquer un petit peu ce que ça revêt derrière comme notion et comme application ? Le transhumanisme, donc, c'est effectivement une idéologie qui est très présente dans la Silicon Valley, qui considère que... alors c'est vrai qu'à partir du moment où on porte des lunettes, quelque part, on est un transhumaniste. Ceci étant, il y a quand même des différences d'échelle et des différences qualitatives qui font les choses. Donc par exemple, ça c'est probablement assez peu connu, trop peu connu même. Google, enfin certains dirigeants de Google, notamment Raymond Kurzweil, que je connais bien d'ailleurs par la musique puisque c'est un des inventeurs des synthétiseurs, gère une université transhumaniste qui est financée en partie par Google et qui prône clairement alors à la fois le fait que l'avenir de l'homme est un avenir technologique. Un des patrons de Google, par exemple Eric Schmidt, dit que naturellement on aura un implant dans le cerveau d'ici 20 ans, puisqu'on a tellement besoin d'avoir l'aide-mémoire électronique, tant qu'à faire, autant l'implanter, et puis il sera directement disponible sans périphérique. Donc le transhumanisme, c'est cette idée globalement que par la technique, on va améliorer l'homme, augmenter ses capacités, et également... Sur des questions beaucoup plus métaphysiques, le Times, par exemple, titrait récemment « Can Google solve death ?» le plus sérieusement du monde, c'est-à-dire est-ce que Google peut résoudre la mort ? Et dans cette université transhumaniste, il prône la singularité technologique. L'idée de la singularité technologique, c'est qu'à partir du moment où l'ordinateur, et ça fait le lien avec l'intelligence artificielle, est capable de simuler le fonctionnement de notre cerveau, c'est-à-dire qu'il est assez, entre guillemets, intelligent et puissant pour reproduire le fonctionnement de notre cerveau, dès lors, il sera possible de sauvegarder notre cerveau dans une intelligence artificielle, dans un de ces data centers qu'on peut trouver en Norvège, par exemple, parce qu'il fait froid, ça les refroidit, et on sera une petite lumière clignotante dans un data center Google, par exemple. Et là, effectivement, on peut imaginer que c'est une forme d'immortalité. Alors, sur cet aspect, donc ça, comme le dit Nicolas, ça réclame peut-être un peu plus de vigilance démocratique, surtout que, par exemple, sur l'intelligence artificielle, où la singularité technologique et le transhumanisme fait évidemment beaucoup appel, on a tous vu que récemment, un algorithme, c'est un programme informatique, mais qui est, en cas d'intelligence artificielle, capable d'auto-apprentissage. Et par exemple, il y a des recherches en ce moment qui sont menées dans la Silicon Valley sur comment stopper une intelligence artificielle. Donc on est d'ores et déjà entré dans le fameux HAL de 2001, l'Odyssée de l'espace, où il faut débrancher l'ordinateur pour l'arrêter, c'est-à-dire lui couper le courant. Ils sont déjà en train de travailler là-dessus. Où est le bouton rouge ? Et si l'intelligence artificielle est suffisamment puissante, elle est par hypothèse suffisamment puissante pour contourner le bouton rouge. Donc ça devient une question extrêmement prégnante.
On a tous vu que l'intelligence artificielle de Google a été capable de battre le champion du monde de Go, ce qui était infiniment plus complexe que de battre le champion du monde des échecs. Et ce qui est intéressant à observer en parallèle de ça, donc tout ça c'est tout simplement passionnant hein, comme recherche, et c'est passionnant à suivre. Ce qu'on peut observer en parallèle, et Nicolas faisait fort justement appel à des questions anthropologiques, à des questions de régulation démocratique, c'est cette espèce d'emballement finalement où par exemple Stephen Hawking, qu'on connaît bien, hein, le mathématicien américain, a poussé un cri d'alerte justement sur cette intelligence artificielle en disant qu'il était urgent de la réguler. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que l'instance de régulation a été formée par les acteurs de la Silicon Valley. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune recherche publique qui est partie prenante de cette régulation. Et le mathématicien, un des mathématiciens français qui est dans ce comité est un salarié de Google, par exemple. Donc il y a une espèce de capitalisation, de privatisation de la recherche et d'accélération de la prise de connaissances privées et dans bien des cas marchandes de la recherche, qui est tout à fait préoccupante d'un point de vue des grands équilibres démocratiques, en fait. C'est là où la question du qu'est-ce que l'on peut faire en fait à notre niveau. On voit bien que c'est quelque chose qui nous dépasse un petit peu, qui est très mondial, qui vient de la Silicon Valley, mais aussi en Chine, hein. On voit qu'il y a une puissance aussi au niveau de tout ce qui va être robots, réseaux sociaux qui est très forte. Qu'est-ce que l'on pourrait faire? Est-ce que c'est un collectif de sociologues, d'anthropologues, d'écrivains qui pourraient pousser un cri d'alarme, mais également faire des propositions sur la régulation? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ce qu'on fait ce matin. Oui, déjà, effectivement, s'informer là-dessus, prendre le temps de réfléchir aux outils qu'on nous met entre les mains. On n'a pas forcément le temps de voir d'où ça vient. Par exemple, en travaillant sur Siri, qui est dans le téléphone d'Apple, en fait, j'ai découvert que l'origine du chatbot était une origine militaire. Donc, c'est un vaste programme qui a été lancé par la DARPA, qui est un organisme américain qui lançait en fait un programme de recherche pour aider les commandements militaires en cas de surcharge cognitive, donc en déléguant et automatisant certaines tâches de pensée pour se concentrer ensuite sur la prise de décision. Comme certaines personnes qui travaillaient sur ce programme, un très très vaste programme qui a duré plus de 5 années, certains travaillaient en parallèle pour la téléphonie mobile, et donc les technologies militaires de ce programme qui s'appelait Calo ont ensuite migré dans la téléphonie mobile en étant un petit peu simplifié. Donc finalement on se retrouve avec une logique militaire qui est celle qu'on pourrait résumer par la fin justifier les moyens, donc une logique finaliste qui, au travers de ces outils, imprègne notre quotidien. Et Siri, par exemple, il va tout le temps vous demander « mais que puis-je faire pour vous ? Que puis-je faire pour vous ?» En fait, c'est une invitation à, de votre côté, à définir des buts que vous n'avez pas forcément envie de définir, mais finalement, c'est très invitant, c'est presque une injonction qui se manifeste au travers de l'appareil. Et il y a le philosophe Maurizio Ferraris qui a sorti un livre récemment qui s'appelle « Mobilisation totale » sur le smartphone, avec cette idée qu'en fait, on est mobilisé par nos outils en permanence. On est obligé de les alimenter constamment, un petit peu comme des petits animaux, des tamagotchis. Voilà. Donc on est devenu un peu les esclaves de nos outils. Et donc lui, sa thèse, c'est qu'en fait, ces outils nous placent dans un état de mobilisation qui serait comme si on était en guerre. Donc finalement, ça rejoint un petit peu les origines militaires de Siri. Voilà. Il faut aussi se poser, je pense, la question chacun dans son fort intérieur de notre relation à tous ces instruments. Moi-même, le premier, en passant ma journée à regarder mon smartphone pour voir si j'ai reçu des textos. On a probablement sur ces questions-là d'abord un énorme chantier éducatif qu'on est en train de rater sur l'idée qu'on rencontre beaucoup dans la communauté enseignante ou des parents, qui est, de toute façon, j'en sais moins que lui, puisqu'il a appris à grandir avec ça, et donc finalement, j'ai rien à lui montrer. Sur une enquête qu'on vient de faire avec le département des Pyrénées-Atlantiques sur les collégiens de 6e et de 5e, on constate par exemple que donc sur une cohorte de plus de 1000 collégiens, que
70%, 70 à 80% des enfants, donc 6e, 5e, c'est quand même des très jeunes, qui n'ont par exemple pas le droit d'avoir un compte Facebook, ils l'ont, et qui sont généralement en accès privatif à Internet dans leur chambre, sans contrôle parental, sachant que par ailleurs, les mesures de contrôle parental sur les box sont très peu activées. Donc il y a toute une responsabilisation des générations sortantes. C'est pas parce qu'on manipule pas mal l'outil qu'on n'a rien à dire dessus et qu'on n'a pas exercé un contrôle d'adulte là-dessus. Donc il y a un gros chantier éducatif. Il y a également probablement, alors ça c'est un peu le fil rouge, hein, je pense, de nos recherches à tous les deux, hein, c'est d'être vigilant, de pousser un certain nombre de points de vigilance sur le fait qu'il est clair qu'on ne reviendra pas en arrière sur le numérique, que ça innerve de plus en plus profondément nos sociétés et que personne ne souhaite un retour en arrière. Pour autant, il faut qu'on soit vigilant à ce que les effets indésirables ne deviennent pas des effets dominants. De ce point de vue-là, je pense qu'il faut pousser la recherche publique et garder un équilibre entre cette espèce de capitalisation de recherche marchande privée qui est en train de distancer la recherche qui est à la disposition de nos émanations démocratiques. Ça, c'est un réel problème avec un handicap qui risque d'être lourd à rattraper dans quelques années. Hein. Il y a de l'avance qui est prise. Et en ce sens, par exemple, je vais faire un peu de publicité locale, l'effort qui est fait par l'Université de Pau de créer un master, par le professeur Joré Guibéry, de créer un master sociologie et TIC, et technologie de l'information et de la communication, c'est un excellent moyen d'amener des jeunes à avoir à la fois un bagage de compréhension numérique suffisant et un regard distancié sociologique, justement pour faire de l'aide à la décision politique, de l'aide à la décision démocratique. Le fait d'amener des points de réflexion, de faire un pas de côté en fait, par rapport à ces technologies qui vont tellement vite qu'on a l'impression que les puissances démocratiques se disent le temps que je fasse une loi, de toute façon ils seront déjà ailleurs. Je disais à Nicolas tout à l'heure qu'entre le moment où son livre a été publié et maintenant, Adobe, je ne sais pas comment on dit, a sorti un logiciel qui s'appelle Voco, qui est un logiciel de retouche vocale, exactement comme Photoshop retouche par exemple tous les top modèles dans la presse. Ça veut dire que là où Trump a dit énormément de bêtises, a posteriori, il pourrait se mettre à dire des choses intelligentes. Ça va poser un énorme problème, par exemple, de véracité des discours. Comment on va porter une empreinte qualifiant qu'un discours a réellement été tenu ou pas. Et j'ai vu les démonstrations dans une vidéo américaine, c'est saisissant, hein, c'est aussi saisissant que les retouches Photoshop. Donc on est sur des ruptures d'équilibre comme ça qui sont préoccupantes, avec y compris, je ne veux pas être trop long, hein, des inversements de valeurs qui sont étonnantes. Quand par exemple l'Union européenne met à l'amende Apple pour avoir quand même, il faut appeler un chat, truandé les impôts de 13 milliards d'euros, j'ai été extrêmement choqué de voir que Tim Cook, le nouveau patron d'Apple, fait un appel au peuple européen quasiment pour se révolter contre la représentation démocratique, ce qui est quand même juste hallucinant. Si j'ai un redressement fiscal, je ne veux pas faire un appel au peuple pour m'aider, quoi. Et de la même façon, j'ai trouvé très intéressant ce qui s'est passé aux États-Unis sur cet iPhone qui était utilisé par un supposé terroriste, qu'Apple a refusé de déverrouiller, quasiment en se mettant en garant de notre intérêt citoyen, alors qu'Apple est une puissance privée, qui a un cash flow qui est à peu près supérieur à la dette grecque, donc ils ne sont quand même pas là pour faire le bien général. Et en même temps, ceux qui demandaient à ouvrir le téléphone, c'était les émanations de la représentation démocratique. Et ce que je trouve étonnant, c'est que tous ces faits de société soient si peu remarqués. Hein, c'est-à-dire on est sur des vraies inversions. A priori, je préfère donner les clés de ma maison à celui pour qui je vote qu'à celui qui a réussi à créer Apple, quoi. Complètement. Ça faisait partie des échanges que nous avions pour préparer un petit peu notre rencontre sur, en ce moment, la thématique sur le fichier en France qui recense les Français, et se dire qu'aujourd'hui, tous les jours, on laisse des milliers de data, on va peut-être définir un petit peu la big data, à Gmail, Google ou Apple, sans en avoir aucun souci, sans même s'en soucier, sans même en avoir conscience. Et qu'en fait, on préfère laisser ça à des acteurs privés plutôt qu'à notre État qui a été, avec nos représentants qui ont été élus
démocratiquement. Nicolas oui, tout à fait. Bon, pour reprendre l'exemple de Siri, c'est vrai que les gens que j'ai interrogés oublient, il y a un mouvement comme ça d'oubli presque auto-organisé, que en fait, les données qui transitent par le téléphone sont ensuite transitent par les serveurs d'Apple et sont conservées pendant 2 ans. Donc on ne sait pas trop ce qu'ils en font. Mais les gens ne s'inquiètent pas trop de ça, puisqu'il y a une forme de rapport amical au téléphone avec cette idée de personnalité. Donc c'est une forme de leurre aussi. On est amené à se livrer comme ça de plus en plus. Et pour que le dispositif fonctionne bien, il faut donner un maximum d'informations sur son intimité, qui est son mari, qui est papa, qui est les enfants, qui sont les enfants, etc. Autant de données qui sont collectées ensuite et sont dans un but très certainement d'utilisation ultérieure. Voilà, et donc c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec Thierry sur cette idée de dépossession et en même temps de rivalité dans laquelle se placent toutes ces grandes entreprises essentiellement américaines, avec l'idée que finalement la démocratie ça marche pas très bien et pourquoi pas les algorithmes étant d'une certaine manière surpuissants, il y a une forme de religiosité là-dedans. Pourquoi s'en remettre à cette espèce de vieille représentation démocratique de ce peuple un peu bête, hein, mais le peuple, c'est nous. Donc voilà, tout ça, ça progresse à vitesse accélérée. Donc c'est vrai qu'il y a une nécessité d'y réfléchir. C'est vrai que le cas de l'iPhone était assez parlant, puisque Apple a refusé d'ouvrir le téléphone pour aider justement le FBI américain à essayer de trouver les responsables de l'attentat. Donc on se dit, tiens, quelle est la position de tous ces groupes avec effectivement, ils se retirent eux-mêmes d'exigences communes, le fait de payer les impôts. D'ailleurs, à ce propos, l'amende qui a été infligée à l'entreprise en question, je crois que le gouvernement français a décidé de ne pas lui réclamer l'argent. Ce qui m'a, moi, de mon côté, étonné, puisque quand nous, on oublie de payer nos impôts... Et on parle de 13 milliards d'euros hein, à l'Irlande, hein, c'est ça ? Voilà. Oui, enfin, juste pour dire aussi que ces outils, pour reprendre aussi parler un peu de la thématique du travail que traite Thierry, j'avais un exemple concret assez récemment, parce que je suis journaliste, j'ai fait un article sur BETC, c'est une agence de publicité parisienne qui a investi de nouveaux locaux. Donc ils ont une sorte d'idéologie qui est l'idéologie du bureau libre. En fait, on se met où on veut, on peut travailler à la cantine, sur un canapé, etc. Et en échange de ça, en fait, ils distribuent des smartphones aux salariés, et donc les salariés sont géolocalisables en permanence dans l'entreprise, à part dans un lieu refuge qui est les toilettes, hein, le seul endroit où ils ne sont pas traçables. Donc voilà, c'est un monde aussi où finalement ces outils, d'une certaine manière, nous sont imposés par une forme de logique sociale. Il y a un penseur qui appelle ça la tyrannie des modes de vie, Mark Hyundi, c'est un livre très intéressant. En fait, ce sont des logiques sociales qui s'imposent comme ça à nous sans que nous ayons été consultés. Je ne sais pas si quelqu'un vous a demandé si vous vouliez un smartphone, mais pour la plupart d'entre vous, vous en avez tous un. En fait, c'est que nous sommes consentants. Et en fait, vous le décrivez aussi dans votre livre, Siri a de l'humour. Siri est un ami qui nous veut du bien puisqu'il est tout le temps à notre service. Est-ce que vous ne nous décrivez pas quelque chose de très noir ou de très sombre et que finalement tout ça peut aussi apporter des choses positives? On a l'exemple, alors vous parlez de la publicité, mais on a l'exemple de l'agriculture où les nouvelles technologies, vous le décrivez dans votre livre Thierry, où les nouvelles technologies aident les agriculteurs à prédire de manière très précise la météo, de pouvoir optimiser le temps de l'agriculteur. Est-ce qu'il y a des choses positives quand même qui ressortent de l'usage de ces nouvelles technologies ? C'est moi qui m'en charge oui, bien sûr, évidemment, énormément. On est constamment dans un état un peu schizophrénique, hein, c'est-à-dire, et c'est ça à mon avis où la recherche est nécessaire pour mieux maîtriser, mieux identifier, mieux maîtriser les effets indésirables, de sorte qu'on ne se retrouve pas complètement coincé avec ces effets-là. Les exemples d'utilité, de bienfaits, d'apports sont gigantesques et on les vit tous constamment.
Donc nos travaux sont plutôt concentrés sur ce qui vous déprime que sur ce qui nous rend optimistes. Pour autant, si on ne veut pas que ces effets indésirables deviennent dominants, il faut travailler là-dessus. Hein. Il faut se retrousser un peu les manches. Le big data, puisque vous en parliez, le big data, c'est très simple. C'est comment récolter le plus d'informations possible, un peu comme la pêche en grand fond, qui est interdite d'ailleurs dans bien des cas, je crois, où on tend des filets énormes, on racle les fonds marins et on récolte tout ce qu'on peut. On voit bien que tous les modèles de business qui se montent dans la Silicon Valley sont des modèles à base de big data, c'est-à-dire comment on va pouvoir... D'ailleurs, la plupart du temps, les services au départ sont gratuits. Les succès de Dropbox, Evernote, Facebook, Twitter, etc. sont tous des succès de gratuité ou de gratuité apparente, puisqu'on peut considérer que le financement par la publicité est une sorte d'impôt beaucoup plus aveugle et beaucoup plus injuste que l'impôt direct. Donc c'est quand même des choses que nous finançons en achetant des paquets de nouilles, par exemple. Et donc les modèles de ces sociétés reposent sur le dragage, l'apport d'énormes quantités de données. Et c'est en ça que, par exemple, l'élection de Trump est très intéressante à observer avec la mise en cause de certains réseaux sociaux dans cette élection, où on est sur une contradiction dans les termes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un média dont l'objectif est de faire du trafic pour être coté en bourse et faire du bénéfice. On ne peut pas lui demander de modérer et de limiter ce trafic, ce qui est contraire à leur gène finalement. Là où on peut pointer une défaillance à la fois d'éducation et une défaillance démocratique, c'est quand la population s'attend à être informée par des médias comme ça. Ce n'est pas des médias d'information du tout. Nicolas est journaliste, il le sait bien. Facebook, par exemple, quand un site balance que le pape François soutient Donald Trump, il y a eu 1 million de likes et le mal est fait. Dans les enquêtes qu'on a faites dans les collèges des Pyrénées-Atlantiques, les recherches Google sont très très rarement recoupées par les enfants. C'est-à-dire ils vont prendre, c'est un peu le phénomène vu à la télé, ils vont prendre la première page de Google quand ils font une recherche et c'est ce qui est bon. Hein, donc c'est très peu recoupé, très peu mis en question. Donc pour finir sur le big data, c'est ça, hein, c'est comment on va collationner le plus d'informations possible. Ces infos vont bien sûr être conservées, comme tu le disais, pour Siri, et vont être exploitées par des algorithmes, hein, qui sont des programmes informatiques, qui vont mouliner ces données pour faire du ciblage commercial, pour trouver des facteurs de développement, etc. On a une illustration très concrète de ça sur un algorithme français qui décide, alors j'ai oublié son nom à l'instant, qui décide de l'orientation des gosses à la sortie de la terminale. Une association de lycéens a demandé au ministère de l'Éducation, qui l'a fait quand même en rechignant, de fournir cet algorithme. Et sur les premiers décryptages qui ont été faits, on a découvert par exemple que dans cet algorithme, les enfants des lycées français de l'étranger sont systématiquement favorisés au moment de l'orientation. Ça, c'est très significatif de comment fonctionne ce monde technologique. On peut parier que les élus de la République étaient absolument ignorants de ce qui se passait dans cet algorithme, enfin en tout cas on va le supposer, et donc on voit bien que ces boîtes noires se mettent à fonctionner. C'est ce qu'on peut appeler tous les deux le quoi évalue qui, enfin ce que j'appelle le quoi évalue qui, c'est-à-dire on est sur une espèce d'inversion où on se retrouve avec des objets mathématiques qui nous échappent et qui se mettent à nous évaluer. Par exemple, aujourd'hui, 70% du trading boursier est algorithmique. Ça veut dire que 70% des échanges d'actions se fait uniquement dans des data centers. Et la moyenne de détention d'une action aux États-Unis, aujourd'hui, elle est de 22 secondes. Ça veut dire que là où vous travaillez, là où on travaille, ça a été apprécié, déprécié en 22 secondes. Et ce qui se passe dans ces algorithmes, personne n'en a la maîtrise, personne ne le sait. Hein. Donc on commence à être sur des inversions où c'est plutôt le robot qui décide de l'orientation d'un gosse, le robot qui décide de notre valeur, de la valeur de notre entreprise, que sur une réelle maîtrise humaine. Sur cette note, on va peut-être passer aux questions du public, si vous en avez. Le sujet est riche. Je crois qu'il y a une question, là, il y a une main qui s'est levée. Là, juste là. Une question aussi là-bas.
Bonjour. En vous écoutant, je me rappelais